On va commencer, on est une petite vingtaine. Voilà, merci à tous d'avoir accepté de venir voir cette petite conférence consacrée à la maintenance prédictive. Je remercie d'abord le CEATech qui vont faire part de leur expertise sur le sujet. Voilà, c'est eux qui vont bosser un petit peu en ce début d'après-midi pour vous exposer leur expertise sur le sujet. Quelques minutes consacrées à une petite introduction, je me présente rapidement. Je suis Jean-Baptiste Bénard, je suis conseiller industriel pour la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. En quelques mots, moi j'interviens auprès des PMI locales pour les accompagner sur des projets de transformation digitale ou des projets de modernisation de leur outil de production. Voilà, donc moi j'interviens sur le terrain pour les conseiller, les sensibiliser, les accompagner et les mettre en contact surtout auprès d'experts du territoire, tels que le CEA, et aussi les mettre en contact auprès des différents organismes qui peuvent les aider pour financer une partie de leur projet de modernisation. Donc voilà, on a 45 minutes, donc je vais faire très court pour moi. Ce n'est pas moi qui ai l'expertise aujourd'hui à vous partager, c'est mes collègues. Juste quelques éléments de contexte par rapport à la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire et notamment la thématique industrie du futur. Une des missions qui nous sont confiées, c'est d'accompagner nos PMI du territoire sur cette transition numérique. Donc une des missions, c'est de faire de la sensibilisation et régulièrement, la CCI met en place des conférences, des séminaires, des webinaires sur des sujets technologiques en lien avec l'industrie du futur. Donc ça peut être l'intégration de robots, de cobots, d'automates sur des lignes de production. Ça peut être de parler de l'intégration d'un ERP sur son organisation. Ça peut être également évoquer des outils de réalité virtuelle ou de réalité mixte pour mieux produire ou mieux vendre. Donc voilà, ça on fait ça assez régulièrement auprès du tissu industriel pour les sensibiliser aux différents leviers de modernisation. Voilà. Alors, sur ces 45 minutes, effectivement, on aura d'abord une introduction avec Amaury du CEA et enfin l'expertise d'AMSA sur la maintenance prédictive et les différents outils que peut vous proposer le CEA pour vous accompagner sur cette transition. Deux, trois éléments de contexte pour parler industrie du futur et pour savoir de quoi on parle finalement. Ça, c'est issu du plan investissement d'avenir numéro 3, qui est en place depuis quelques années déjà et qui se termine et qui va laisser place au PIA 4 et qui visait à accompagner 10 000 PME industrielles dans des projets de modernisation en intégrant des briques technologiques liées à l'industrie du futur. Donc tout ça pour résoudre des problématiques terrain que vous connaissez, vous, en tant que chef d'entreprise, que ce soit des problématiques liées à l'attractivité, à la qualité, à la pénibilité de postes de production. Donc voilà. Donc l'idée de l'industrie du futur, c'est de proposer des briques technologiques pour résoudre tout ce genre de problèmes. Donc l'industrie du futur, en 4 qualificatifs, ça serait une industrie qui est agile, connectée, frugale et collaborative. Voilà, ça, ce sont des éléments de contexte pour savoir de quoi on parle quand on parle industrie du futur. Et si on veut aller plus loin sur le sujet, moi je vous invite à consulter l'Alliance Industrie du Futur, qui est une organisation publique qui a été mise en place par l'État pour parler de l'industrie du futur. C'est quoi l'industrie du futur? Quels sont les grands leviers technologiques qu'on peut utiliser pour être compétitif? Donc voilà, moi je vous invite à aller vous renseigner sur cette alliance. On y trouve plein de choses assez exhaustives sur les différentes technologies, que ce soit les objets connectés, pour donner de l'intelligence à vos produits ou à vos process industriels. Ça peut être tout ce qui est lié à l'usine connectée, donc notamment l'intégration d'ERP pour piloter les flux d'informations de votre entreprise, et plein d'autres sujets. Donc je ne vais pas m'étaler sur tout ça, ça serait très long. Donc moi je vous invite effectivement à aller consulter l'AIF. Quelques éléments complémentaires quand on parle d'accompagnement local des entreprises sur leurs projets de modernisation, c'est de savoir trouver les compétences sur le territoire pour, par exemple, faire une étude de faisabilité sur le déploiement d'IoT dans l'entreprise. Je vais essayer d'aller consulter les gens localement qui sont compétents. Il y a un outil qui existe, qui a été mandaté par l'État, c'est l'annuaire national des offres de solutions, qui vise à vous proposer localement des prestataires privés qui sont compétents sur certaines thématiques. Des prestataires privés, mais aussi des organisations publiques comme le CEA, qui sont capables de vous accompagner sur la faisabilité du prototype, du concept et du déploiement de solutions technologiques.
Donc ça, c'est effectivement un annuaire qui existe et qui est qui s'appelle l'annuaire national des offres de solutions. Je vais passer très rapidement sur les dispositifs locaux qui existent pour vous accompagner sur vos projets de modernisation. Alors, c'est des dispositifs locaux à destination des entreprises ligériennes. Donc, nos amis qui sont venus outre-région, vous avez certainement les mêmes dispositifs dans vos régions. En tout cas, côté région Pays de la Loire, on a notamment un dispositif phare qui est mis en place, qui a été proposé pour accompagner une démarche de modernisation de nos entreprises. Ce dispositif s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt industrie du futur. Il vise à accompagner toutes les phases amont de vos projets de modernisation, que ce soit une étude de faisabilité, diagnostic initial, rédaction de cahier des charges, test, prototypage. Et la région Pays de la Loire peut vous accompagner sur le déploiement de ces nouvelles technologies. Alors, les projets éligibles sont assez larges. Dès lors qu'on parle automatisation de l'outil de production, organisation industrielle, qualité produit, numérisation, digitalisation et adaptation des compétences et de l'environnement de travail, la région peut vous accompagner sur différents niveaux d'accompagnement, que ce soit diagnostic faisabilité, intégration et tests, avec des niveaux de financement adaptés à chaque. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des renseignements à prendre, contactez votre CCI pour aller plus loin sur ce sujet-là. On viendra vous voir et faire un diagnostic initial sur vos besoins sur l'industrie du futur. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a encore plein de choses à dire sur les dispositifs d'accompagnement. On n'a que 45 minutes, donc c'est très court. Donc là, je vais passer la parole au CEA pour parler du coup maintenance prédictive sur le sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste de nous permettre de participer à cette présentation. Donc, mon rôle, c'est de vous expliquer un peu le CEATEC, notre mission. Notre mission, si ça va bien. Bon, c'est pas grave. Alors, le CEATEC. Donc, vous connaissez peut-être le commissariat à l'énergie atomique, qui est un centre de R&D qui a été créé dans les années 50, dont la mission était de développer toutes les technologies pour concevoir la bombe nucléaire et les centrales nucléaires. Donc, c'est issu de cette histoire-là que vous... Vous m'entendez? Ouais, un peu. Bon, alors il faut que je parle mieux dans le micro. Donc, comme je le disais, le CEA a été créé dans les années 50 pour concevoir toutes les technologies associées au développement de la bombe nucléaire et des centrales nucléaires. Donc, c'est dans ce contexte qu'ont été montées deux directions, donc la direction des applications militaires et des énergies civiles, avec la direction de la recherche fondamentale qui travaille, lui, plus sur des projets de R&D très en amont. Et il y a une vingtaine d'années, le gouvernement s'est dit que tout ce savoir-faire en termes d'innovation, de microélectronique, de matériaux, de contrôle d'infrastructures sensibles, il fallait en faire profiter l'ensemble de l'industrie française. Et donc c'est là qu'a été créée la direction de la recherche technologique qui représente maintenant un peu plus de 4600 personnes réparties sur tout le territoire et dont la mission est de développer des démonstrateurs, des prototypes au service des entreprises françaises, quelle que soit leur taille, à partir des startups jusqu'aux grands groupes, mais en passant aussi par toutes les PME ETI. Notre mission, c'est vraiment de répondre aux besoins de R&D et d'innovation des entreprises françaises par le biais du développement de démonstrateurs. Merci. Donc, pour ce faire, le CEATEC s'appuie sur 3 instituts qui sont relativement connus maintenant, que sont le LIST, le LETI, le LITEN, qui sont 3 instituts qui ont des champs d'application bien particuliers. Donc le LIST, lui, va travailler sur tout ce qui est traitement de la donnée. On va parler de maintenance prédictive. Ça fait partie de ses attributions, vraiment tout ce qui est lié à l'IoT, le traitement et la génération de ces données. Un autre institut sur lequel on s'appuie beaucoup, c'est le LETI, qui lui va plus travailler sur la microélectronique, sur les capteurs autonomes, sur l'électronique pour des environnements durcis. Donc là, on voit bien le lien avec le monde du nucléaire, où il fallait que tous les composants soient résistants aux environnements extrêmes qu'on peut y rencontrer. Et le dernier département, le dernier institut, c'est le LITEN, dont la spécialité, lui, est plus orientée sur les nouvelles énergies, les nouvelles batteries, les nouveaux matériaux. Donc en ce moment, on parle beaucoup de recyclage de batteries, on parle beaucoup de propulsion hydrogène. Ça fait partie des attributions de cet institut. Et avec ces 3 instituts, on va développer ce qu'on appelle des briques technologiques, des technos qu'on va venir adapter en fonction des secteurs d'activité. Donc vous pouvez voir ici que le CEA ne travaille pas que dans le nucléaire, que dans le domaine de l'atome, mais on travaille aussi dans l'énergie solaire,
dans l'industrie médicale, dans l'automobile, les secteurs de la défense. Et l'idée, c'est vraiment, à partir d'une brique techno qui est générique, on va venir l'enrichir et l'adapter en fonction des secteurs d'activité. Un dispositif de robotique qui permet de manipuler des sources radioactives dans une centrale, on peut le modifier pour permettre à un chirurgien d'opérer un patient à plusieurs centaines de kilomètres. C'est les mêmes technos, mais qui sont modifiés en fonction des applications. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au sein du CEA, par le biais, encore une fois, du développement de démonstrateurs au service des entreprises. Et donc vous voyez ici l'ensemble des implantations en France. Donc le cœur historique, c'est Paris-Saclay et Grenoble. Mais maintenant, vous avez tout un maillage d'implantations régionales qui ne sont pas que des implantations commerciales, mais des implantations de R&D. On dispose de moyens. Je crois que c'est sur la prochaine slide. Voilà, vous voyez ici les moyens de R&D dédiés aux entreprises. Donc l'idée, c'était vraiment de se rapprocher des PME et d'avoir cette notion de proximité avec le CEA qui peut faire un petit peu peur. Et donc, en ce qui nous concerne, on représente l'implantation de Nantes et de Metz. Chaque implantation a des équipements qui sont dédiés en fonction des infrastructures et surtout de l'écosystème industriel. À Nantes, on est très orienté vers la marinisation des systèmes et tout ce qui est durabilité matériaux, forcément, on est près de la mer, donc toutes les problématiques de corrosion pour les constructions navales. À Metz, leur spécificité, on va en parler, c'est le but de cet échange, c'est plus sur la maintenance prédictive. Donc je laisserai mon collègue en parler. Donc vous voyez bien on essaie en tout cas d'être au plus proche des entreprises pour leur faire bénéficier de l'ensemble du savoir-faire du CEA. Donc au total, c'est 16 000 personnes qui sont là vraiment au service du transfert industriel pour les entreprises françaises. Et donc je passe la main à mon collègue. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Hamza Sijelmassi Idrissi, je suis ingénieur-chercheur au CEA, à la plateforme MAP, ou mécatronique appliquée aux produits et procédés. Nous sommes basés à la plateforme régionale de transfert technologique du Grand Est, à Metz, et nous nous occupons sur des thématiques d'IoT industrielle et de la maintenance prédictive que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour ma partie de la présentation assez technique, je vais commencer par une chronologie que vous connaissez peut-être, presque sûrement, celle des successions des différentes révolutions technologiques. Donc on sait bien que tout a commencé avec l'invention de la machine à vapeur qui a introduit la première révolution, ensuite la deuxième avec l'implantation de l'énergie électrique dans la production en série, puis la troisième avec l'invention des ordinateurs, des automates programmables, et enfin la quatrième révolution industrielle, ce qu'on appelle aujourd'hui Industrie 4.0, qui est basée sur les procédés et les produits connectés. Donc à chaque étape de révolution, il y a un fort besoin de technologie et de compétences. Par contre, le besoin en expertise n'a jamais été aussi important que pendant la transition vers la nouvelle ère technologique de l'industrie 4.0. Donc pour ressentir ce besoin, je vous propose de suivre une petite illustration en fait, d'une PME qui est confrontée à cette transition numérique et par laquelle on va essayer de relever quelques mots-clés qui encadrent un peu notre domaine d'expertise. Certains objecteront qu'il est naturellement plus facile de dématérialiser du service. En revanche, qu'en est-il dans le domaine de la production industrielle ? L'entreprise PTP Industrie est une fonderie nichée au cœur des Vosges. Elle fabrique des pièces de transmission de puissance, des réducteurs de vitesse, mais aussi des pièces sur mesure utiles aux chaînes de fabrication d'autres entreprises. Après avoir connu un redressement judiciaire, PTP Industrie a totalement revu son projet industriel. La digitalisation y occupe une place centrale. En projet, la possibilité de commander des pièces en ligne et la mise en place de capteurs d'usure connectés. La première étape a consisté à dématérialiser l'ordonnancement des pièces et à connecter l'ensemble du parc machine. Ce projet de digitalisation de l'entreprise vient premièrement des besoins de nos clients. Pour rester compétitif, nous sommes une petite PME dans les Vosges, pour rester compétitif, nous devons répondre aux besoins du client. Deuxième chose, nous devons gérer la complexité puisque notre stratégie est de la pièce sur mesure petite série avec une multitude de petits clients. Et pour gérer cette complexité, ce n'est pas avec un crayon derrière l'oreille, mais c'est bien avec des outils performants. Et aujourd'hui, ces outils existent, ils ne sont pas suffisamment développés dans les entreprises industrielles. Troisièmement, c'est aussi parce qu'on a constaté que nos salariés étaient plus en avance que nous, que l'entreprise sur ces sujets-là, et qui nous ont montré que c'était un levier d'intégration, que nous pouvons y aller avec eux.
L'origine de l'implantation des tablettes sur les postes en production vient de la nécessité pour PTP de connecter son vieux parc machine. Donc de connecter toutes les machines entre elles pour être capable de travailler en temps réel, ce que ne permettait pas de faire l'ERP avant la mise en place des tablettes. Le but, c'est que notre flux de production et notre flux d'information soient identiques. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la saisie de données, ça doit être fait en temps réel par rapport à l'usinage. Au niveau de l'atelier, donc chaque opérateur saisit ses opérations lorsqu'elles sont terminées. Et l'information est directement traitée via Internet, ce qui nous permet d'avoir l'information pour le poste suivant, ou si les pièces sont finies, les pièces sont disponibles pour être expédiées. Donc cet exemple de PME du Grand Est qui a été confronté en fait à la nouvelle révolution industrielle illustre un peu les défis à surmonter. Donc en effet, on distingue déjà un souci de compétitivité envers les clients qui exige en fait des pièces sur mesure en petite série et exige également un suivi du processus dès l'approvisionnement jusqu'à la livraison. On constate également un souci de complexité puisque ce sont des pièces sur mesure et un besoin en digitalisation rapide pour connecter un vieux parc machine à de l'information en temps réel. Et finalement, le besoin de développement de nouveaux capteurs innovants qui permettent, dans ce cas-là, par exemple, de monitorer l'usure des motoréducteurs et se démarquer par rapport à la compétition. Donc, à travers ces différents défis que relève cette PME du Grand Est, qui sont venus nous rencontrer, en fait, on reconnaît le flux principal de l'industrie 4.0, à savoir la collecte de l'information, que ce soit au niveau de la matière, l'approvisionnement en matières premières, des capteurs de l'usine, des machines de production, ou auprès des opérateurs et des responsables de maintenance. Ensuite, la communication de ces données vers un système d'exploitation industrielle en vue de traitement, la contextualisation de ces données, c'est-à-dire partir de signaux physiques et électroniques simples, complexes, et les traduire dans le langage spécifique dit opérateur, et finalement les visualiser et donner pour des données utiles selon l'entité et les collaborateurs visés. Enfin, nous retenons 3 avantages souhaités grâce à la transition numérique. D'abord, une entreprise ou un système qui est constamment connecté avec ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs. Ensuite, une capacité à contextualiser en temps réel et donner de l'information pour l'aide à la décision. Et enfin, rendre tout produit émetteur de l'information, ce qui permettrait aux machines intelligentes de s'adapter en temps réel en fonction des données en entrée. Donc pour réussir cette transition numérique et intégrer ça dans des usines existantes, il faudra à la fois de l'intelligence embarquée dans l'outil, dans l'outillage ou dans le produit lui-même, mais aussi du métier embarqué, en fait, qui servira à donner du sens aux informations collectées. Ainsi, 2 domaines d'expertise dégagent du lot, à savoir le packaging électronique et l'exploitation de données, aussi appelée data mining. Ceci dit, le challenge reste d'apporter ces briques technologiques dans l'environnement de production déjà existant, ce qui n'est jamais évident. D'une part, d'une multitude d'environnements sévères, riches en poussière, en humidité, en température, en sollicitation mécanique, mais aussi par la diversité des métiers, des organisations et des différents systèmes d'exploitation et collecte de données. C'est donc dans cette problématique-là que s'inscrit en fait l'activité de la plateforme MAP qui accompagne ses partenaires dans l'identification de besoins en IoT industriel, ensuite l'identification des technologies qui peuvent répondre à ce besoin, et enfin les accompagner dans le développement de démonstrateurs et de preuves de concept. Cet accompagnement est possible grâce à notre expertise en co-conception mécatronique, ce qui nous permet en fait de réaliser, concevoir, réaliser, programmer toutes sortes de cartes électroniques, développer des stratégies d'intégration de capteurs et de préparer les protocoles de communication et de traitement de données par nos moyens de qualification de robustesse en environnement sévère qui permet de valider les solutions électroniques élaborées dans les environnements spécifiques d'intégration à l'application du partenaire. Et enfin, les compétences en traitement de l'information qui servent finalement à donner du sens à l'information collectée et à la contextualiser dans le cas d'application. Donc pour illustrer un peu ça, une petite visite virtuelle de notre labo.
Donc on dispose de différents outils de cartographie de connaissances, des experts en traitement de données, de logiciels de conception électronique et mécanique, de modélisation et simulation thermomécanique. On dispose également de différents outils d'acquisition et de traitement de signaux, des outils de caractérisation mécanique, d'essais mécaniques, de tests environnementaux, de sollicitation mécanique, des outils de décapsulation, rétro-engineering et d'inspection d'électronique microstructurale grâce aux différents microscopes qu'on a sur place, notamment des microscopes électroniques à balayage. Donc notre rôle sur MAP est finalement d'accompagner nos partenaires dans l'intégration des technologies numériques afin d'apporter un avantage de productivité dans l'intégration. Donc cela veut dire une meilleure performance si appliquée à l'outil grâce à une mesure au plus près du processus, un contrôle du procédé monitoré qui est en communication constante vers un système d'exploitation industrielle, ou bien une valeur ajoutée si l'intégration se fait au produit lui-même, puisqu'on augmente son potentiel d'usage et on crée une prestation de service qui pérennise le client. Donc je vous propose d'illustrer ces axes d'intégration numérique avec 3 projets partenaires, en commençant par le projet partenaire classe, qui sont des constructeurs d'équipements agricoles, avec qui on a travaillé pour apporter de l'intelligence à leurs machines et à leurs outils. Donc sur 3 projets différents. Donc pour l'amélioration du contrôle du process, nous avons travaillé avec eux pour introduire de nouveaux capteurs dans les châssis. Donc c'est du packaging pour le monitoring. Ceci a permis de relever plus de données en acoustique, en vitesse et en sollicitation mécanique, ce qui n'était pas possible dans leur installation, et ce dans un milieu qui est fort en poussière et en contraintes mécaniques. Ensuite, pour l'amélioration des performances, nous avons réussi à identifier grâce à une préétude une stratégie capteur qui servirait en fait du monitoring pour l'état d'usure du couteau en entrée de matière, tout en prenant en compte la sévérité de l'environnement en température, en humidité et en acidité. Et enfin, pour apporter de la valeur ajoutée au projet classe, nous travaillons sur le traitement de données sur l'ensemble des capteurs qu'il y a sur la presse à balles, ce qui va en fait permettre d'identifier des paramètres pertinents et arriver à un pressage optimal, mais aussi détecter des défaillances et adapter le processus au fur et à mesure que l'utilisateur fonctionne avec la presse à balles. Donc ceci réduira en général les pertes en matières premières en amont et permettra une amélioration générale de la qualité des produits. Un deuxième exemple est celui du partenaire RC Model, qui est un industriel spécialisé dans les outils de protection de machines industrielles. Donc une première étape du projet a été d'intégrer des capteurs conçus, programmés et testés au sein du laboratoire MAP, puis les intégrer dans un environnement en proximité de sources de chaleur, de coupeaux métalliques et de liquides corrosifs. Ensuite, le faire communiquer convenablement vers un système d'exploitation industrielle, donc pour pouvoir exploiter au maximum ces données-là. Donc la deuxième étape consistait à appliquer les techniques d'exploitation de données, c'est-à-dire du data mining, pour passer d'un signal électronique brut à une détection de sources de défaillance et réaliser par la suite une traduction de ces informations dans le langage de l'opérateur, tel que n'importe qui peut l'utiliser pour agir en conséquence. Donc c'est un projet de télémaintenance prédictive qui a permis à RC Model d'avoir une bonne évaluation de la durée de vie de son produit et anticiper des défauts pour éviter des arrêts subits, soudains, des chaînes de production. Donc c'est une valeur ajoutée qui lui a permis en fait de se démarquer par rapport à la compétition et rester compétitif. Un troisième exemple est celui du projet Pictory qui a été développé entre le laboratoire MAP et le CIRTES, qui en fait puise dans les compétences de MAP dans le développement et l'intégration de capteurs et l'exploitation de données, qui vient s'ajouter à l'activité du CIRTES en fabrication additive. Donc l'objectif de ce projet était de fonctionnaliser la technologie d'impression 3D du CIRTES en instrumentant un moule de thermoformage plastique, et le principe étant d'intégrer des capteurs dans les cavités disponibles grâce à la stratofabrication, c'est-à-dire couche par couche, pour mesurer au plus près les données de température et de pression en cours de process.
Donc ainsi, nous venons fabriquer de façon optimisée le moule strate par strate ou couche par couche et intercaler les capteurs plastroniques imprimés sur substrat souple. Donc comme on peut le voir ici, c'est plusieurs couches fabriquées de façon stratégique. D'abord une couche de connexion et d'interface électronique, différentes couches mécaniques fabriquées de façon optimisée pour permettre en fait ces cavités-là et des canalisations pour l'aspiration. Et on intercale des capteurs plastroniques entre ces couches mécaniques, ce qui permet en fait d'avoir le produit final du moule instrumenté Pictory qui a été breveté entre le CEA et le CIRTES. Donc ici une petite illustration du fonctionnement du moule instrumenté. Donc ici c'est le moule qui est intégré dans le procédé de thermoformage et dans le coin en bas à droite on peut observer la relève de données en temps réel, en pression et en température. Ceci est transféré directement vers le système d'exploitation industrielle en vue d'exploitation de données. Donc, comme on peut le voir, on peut relever les différentes données de température et de pression qu'on va exploiter par la suite. Donc, ces données relevées au plus près du process vont permettre en fait de mieux comprendre le développement du procédé et l'interaction en temps réel entre le moule et le plastique. Donc la qualité de produit est automatiquement meilleure parce qu'on connaît très bien notre process grâce à cette mesure au plus près. Et le résultat de l'utilisation de ces moules dans les chaînes de fabrication est nettement meilleur, comme on peut le voir dans les deux images comparatives au niveau de la performance. Donc de plus, les conclusions tirées du traitement des données et avec nos experts au CEA AMAP en fait, ont permis de cerner au mieux le besoin exact en approvisionnement, par exemple en feuilles de plastique, ce qui a permis en fait, de diminuer de 0,1 mm d'épaisseur de feuilles et donc faire un bénéfice de 1,5 million d'euros au niveau de chaque ligne de production selon une source chez Danone. Et donc par la même occasion, assurer moins de rebut vers la nature et une réduction de consommation énergétique. Donc tout ça a été possible grâce à l'instrumentation de ce moule et cette coopération avec les PME et les partenaires de la plateforme MAP. Donc c'est vrai que je suis passé assez rapidement sur les différentes illustrations des partenaires de notre labo, mais si jamais il y a des questions par la suite, je suis là pour y répondre. Je redonne la main à mon collègue Amaury pour faire une petite conclusion par rapport aux interventions du CEA Tech. Merci Hamza. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, aussi bien sur le fonctionnement du CEA que sur le projet sur la maintenance prédictive, donc sur le CEA, vous l'avez compris, on est là pour développer des innovations, que ce soit pour réduire la consommation d'énergie, pour optimiser le fonctionnement, pour réduire le nombre de rebuts ou pour vraiment développer des innovations pour apporter de la compétitivité aux entreprises. Et sur l'IoT, donc l'axe, on voit l'IoT comme un moyen d'optimiser les campagnes de maintenance pour éviter les arrêts de production, mais ça, comme ce dernier exemple illustre bien, ça peut être aussi un moyen de diminuer les coûts de fabrication, d'être plus optimisé en termes de coûts de fabrication. Et donc l'intérêt, c'est en plus, d'un point de vue écologique, de limiter la consommation de matières premières. Voilà. Jean-Baptiste. Ok, merci Amaury. Merci le CEA, on reconnaît bien l'expertise du CEA à travers cette conférence, assez pointue sur le sujet, merci beaucoup. On va passer aux questions techniques, si vous en avez dans l'Assemblée, à poser à Hamza, si vous le souhaitez. Oui. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une question, quelque chose que je n'ai pas bien compris. C'est que, en fait, grâce à tous ces capteurs, vous avez un ensemble de données, mais comment vous le transformez en quelque chose d'intelligible pour l'utilisateur? Parce que l'utilisateur n'est pas tous data scientist, donc comment on passe d'un flot de données à quelque chose d'utile? Donc on a plusieurs experts en data science et en traitement de données sur la plateforme MAP, en fait, qui collaborent avec nos électroniciens et les personnes chargées de l'installation des capteurs. Et ensuite, qui font, en fait, appliquent les techniques de traitement de données pour réaliser des cartographies de connaissances, identifier les points importants à communiquer à l'utilisateur et travailler sur des baromètres ou des tableaux de bord en fait, qui permettent en fait,
de donner du sens aux données collectées. Donc c'est une étroite collaboration entre les électroniciens et les experts du traitement de données, du data mining et du data science. Donc on a les deux volets qui sont présents sur MAP et qui permettent en fait de répondre à ce besoin-là. Si je comprends bien, c'est en fait le data scientist qui s'intéresse au métier de ce que recherche l'utilisateur et en plus, après, il lui dira comment trouver l'information pertinente, si je comprends bien. Mais en fait, l'avantage de travailler dans les PRTT et dans les labos qui sont en proximité dans les régions, c'est d'être au plus près des PME. Donc on passe par plusieurs séances en fait, de brainstorming et de créativité où on invite, soit on invite chez nous au CEA, soit on va les voir chez eux dans les entreprises pour un peu discuter et essayer de traduire le métier, le savoir-faire métier à travers les résultats du traitement des données. Donc c'est toujours une étroite collaboration et on a cet avantage-là d'être en PRTT, d'être très proche en fait, des industriels et des PME, ce qui a permis en fait, de faire les succès des projets partenaires. Je vous remercie. Juste pour apporter un complément, pardon. Donc les PRTT, c'est les plateformes régionales de transfert technologique, c'est les implantations régionales. Et en fait, tous nos projets se font en partenariat avec nos entreprises. Ils ont la connaissance métier, ils nous transmettent les paramètres à contrôler, donc les niveaux de température, ils nous disent leurs objectifs et nous, on viendra, à partir des connaissances des modes de défaillance, on viendra mettre la techno pour aller relever la juste information. Mais on a toujours besoin de nos partenaires pour aller puiser dans leur savoir-faire, dans leur connaissance du process. Merci pour ce commentaire, c'est intéressant. Du coup, une PME de 30-40 salariés n'a pas besoin de mobiliser des ressources en interne pour exploiter les données que pourrait fournir le CEA, du coup. Non, en fait, c'est nos experts en fait, qui travaillent avec eux pour fournir une solution qui est facilement utilisable sur le terrain. D'accord, merci. Du coup, c'est une solution qui peut être proposée à des petites entités. Oui. Oui, on travaille, le CEA Tech est principalement les antennes en région, on travaille avec des entreprises dont la taille peut varier à partir de 5-6 salariés jusqu'à quelques centaines. D'accord, donc vous contribuez à la transition numérique des PME du territoire dans l'exploitation intelligente de leurs données. Ok. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions techniques, du coup, sur le sujet? Non? D'autres commentaires peut-être de votre part? Alors, typiquement sur ce genre de projet, effectivement, les PME qui sont accompagnées par le CEA peuvent se voir bénéficier d'accompagnement État ou région en termes de subventions pour financer ces études, en termes de faisabilité, de diagnostic d'état de l'art, de prototypage. Effectivement, vous pouvez vous adresser aux régions pour vous aider à utiliser ce genre de prestations. Et je pense que les PME qui ont travaillé avec vous ont dû utiliser des fonds, des subventions pour travailler avec vous. Alors d'un point de vue purement financier, donc il existe plusieurs leviers de financement de l'innovation. Donc le premier, c'est le crédit impôt recherche, où le CEA étant un organisme public de recherche, on dispose de facilités en termes de déduction d'impôts, notamment des fonds alloués à la R&D. Donc ça, c'est vraiment le premier levier qui est assez facile à mettre en place. Autrement, via des appels à projets, via des fonds de soutien comme la BPI, comme le plan de préservation de l'emploi de R&D, on arrive à aller chercher des financements sous forme de subventions ou d'avances remboursables pour mener des projets de R&D, que ce soit un démonstrateur, ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, ou quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc surtout en ce moment, avec le plan de relance, il y a une multitude de leviers à activer pour financer des projets. Voilà, alors, effectivement, concernant le plan de relance, on va entamer bientôt le plan 2030 de Macron, dont on verra les grandes lignes bientôt. Effectivement, il y aura des dispositifs d'accompagnement financé pour accompagner vos développements. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, ça viendra au fur et à mesure. On vous tiendra au courant de ces différents dispositifs. Moi, j'avais juste une question technique par rapport à MAP. Est-ce qu'on peut voir un jour peut-être une passerelle qui pourrait s'interposer avec l'ERP, comment dire, trouver une passerelle qui irait sur l'ERP de l'entreprise justement pour gérer tout ce qui est maintenance prédictive? Bon, personnellement, je ne suis pas le seul expert de MAP et je ne sais pas si je peux répondre comme il faut à la question. Mais de toute façon, l'idée, c'est de venir reconnaître le besoin au plus près
et essayer de s'adapter aux différentes situations dans lesquelles on peut trouver une PME. Donc, avec nos experts, par exemple, en traitement de données ou avec nos électroniciens et les personnes chargées de la stratégie capteur, donc en général, c'est fournir des solutions qui répondent aux besoins dans le contexte et dans l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est tout un accompagnement dès l'identification du besoin et le développement des démonstrateurs et preuves de concept avec eux, jusqu'à finalement avancer jusqu'à des niveaux TRL, peut-être que Amaury peut vous en parler, assez avancés, qui ensuite pourront aboutir à une industrialisation. Très bien. Donc c'est toujours en relation avec le besoin de l'entreprise. Pour le lien entre l'ERP et les outils de maintenance prédictive, notamment à partir du recueil de données, actuellement, les outils permettent d'optimiser les campagnes de maintenance notamment. Donc vous avez toujours un opérateur qui, à partir des données, va déclencher l'opération. Mais on pourrait très bien imaginer une intelligence, des modèles d'algo qui permettent tout seul de déclencher des opérations de maintenance et de modifier les ERP et les campagnes de production en autonome. Ok, merci. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les acteurs locaux pour vous accompagner, que ce soit la Chambre de commerce ou d'autres organismes d'accompagnement. N'hésitez pas à prendre contact. On est là pour vous accompagner, vous orienter et surtout vous mettre en contact avec les bonnes personnes du territoire pour aller vite sur vos projets. Voilà. S'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. On remercie le CEA Tech pour leur contribution. Merci beaucoup, messieurs. J'espère à bientôt auprès de nos entreprises. Et puis, on reste là quelques minutes. Si vous voulez échanger les cartes de visite avec nous ou discuter, on est à votre disposition. Merci à tous.